Bonjour. Hello. Bonjour. Hugo et Lucas. Hugo et Lucas. La journée est déjà beaucoup trop longue. Hugo et Lucas, merci d'être avec nous. Et merci à vous. Bienvenue et puis on vous écoute. Yes, on va vous parler de Zion League, donc, qui est un projet qu'on fait avec Lucas depuis un peu plus de 2 ans. C'est un projet de platformer qui se joue à 2. C'est un jeu collaboratif qui va se jouer en ligne ou en local. Et c'est un jeu où vous jouez 2 robots qui doivent s'enfuir d'une usine, parce que dans l'usine, il y a une fuite de gaz, un gaz extrêmement corrosif, qui s'appelle le Xion. Et ce gaz, il détruit tout sur son passage, donc il faut que vous vous enfuyiez de l'usine le plus vite possible en collaborant avec votre petit copain robot. Voilà. Donc on va vous parler de ce jeu-là. Je fais une présentation rapide parce que vous allez avoir plus de détails ensuite. On va commencer par l'équipe. Comme ça. Il faut juste que ça marche. Ça marche. Donc on va vous parler de l'équipe dans un premier temps. Donc, dans Zion League, on compte 3 personnes, du coup moi-même, qui m'occupe du coup du game design avec du coup mon collaborateur Baba Desbois, Hugo, depuis fin 2019. Donc on parlera un peu des origines du projet un peu plus tard. Je fais aussi du level design et on code beaucoup à 2. Il s'occupe de même de tout ce qui est graphisme et son, et je vais le laisser un peu se présenter aussi. Yes, du coup moi c'est Hugo alias Baba Desbois. Alors j'ai mis le pseudo parce que en fait comme Kanebo, comme Franck que vous avez vu avant, je suis streamer aussi, donc je développe le jeu sur Twitch exactement comme Franck en fait. Et je m'occupe un petit peu de tout ce qui est artistique, donc ça va être les graphismes, la musique, les sons, et je fais aussi le code et le game design en collaboration avec Lucas. Et on a une 3e personne qui n'est pas là ce soir malheureusement, qui est Made with Roth, qui habite à Paris, qui travaille avec nous depuis un peu plus d'1 mois, et qui s'occupe de tout ce qui est gestion du contenu graphique qui n'est pas dans le jeu, donc ça va être la page Steam, le site web, la communication, tout ça, et qui nous aide beaucoup pour la gestion de projet. Donc voilà, je voulais le mentionner quand même, c'est un membre important de l'équipe. Voilà. Et avant d'aller plus loin, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le teaser du jeu, comme ça vous permettra d'avoir un peu de contexte et de voir un peu à quoi ça ressemble avant d'en parler. Voilà, donc wishlisté bien sûr. Donc le jeu est présent sur Steam déjà depuis un petit mois et demi, quelque chose comme ça. Et voilà, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais comme vous avez pu le voir, donc c'est un jeu de plateforme classique, pixel, mais le petit twist, c'est que c'est à 2 joueurs et que ça se joue en fait constamment sous pression, parce que vous avez le nuage de gaz qui vous poursuit, qui détruit tout sur son passage, et les 2 robots n'ont pas les mêmes capacités. Donc il y a un aspect un petit peu asymétrique au gameplay. Donc vous êtes obligé de collaborer pour vous sortir de la mouise, en gros. Alors, pour le lore du jeu, comme vous avez vu, on se retrouve du coup dans un laboratoire qui est prêt à être complètement détruit par son gaz. Les robots que vous voyez là à l'écran, du coup, qu'on appelle Mr. Stonks et Mr. Cold, ont chacun des spécificités. Donc un qui est plutôt côté glace, un qui est plutôt côté pierre avec son marteau. Donc on commence le jeu dans une espèce de zone d'expérimentation du laboratoire, et en fait notre objectif en premier lieu, ça va être du coup de sortir de ce labo vivant, ce serait mieux. Vivant si on peut dire. C'est ça. Et du coup comme but primaire de coopérer et d'y arriver. Et du coup on est accompagné par les babybots, qui sont aussi des espèces de mini créations du maître du laboratoire qu'on pourra voir plus tard. Yes. En plus de ça, les personnages, ils ont des spécificités, ils ont chacun des capacités uniques. Je vais laisser Lucas présenter.
Du coup, pour Mr. Cold, on a un dash horizontal, contrairement à Mr. Stonks, donc le personnage avec le marteau qui pourra avoir un double saut. Donc on peut imaginer certaines mécaniques où en coopération, un joueur saute sur la tête de l'autre et on essaye un petit peu de se propulser en hauteur pour atteindre des points normalement inatteignables. Ça peut être une mécanique assez marrante, notamment pour le speedrun. J'avais une question. Est-ce que le dash qu'on voit, vu qu'il y a un système de chenille, est-ce qu'on peut quand même dasher en l'air? Oui, tout à fait. Oui. C'est le GOTY. En plus de ça, les robots, ils ont une autre particularité, c'est qu'il y a des blocs dans l'usine, enfin dans le laboratoire. Il y a des blocs de terre et des blocs de glace. Donc, comme a dit Lucas tout à l'heure, il y a un robot qui peut casser les blocs de glace, mais pas les blocs de terre, et l'autre qui peut casser les blocs de terre, mais pas les blocs de glace. Donc là, c'est le premier truc que vous allez voir dans le jeu, le premier élément qui va vous distinguer l'un de l'autre, qui va vous obliger en fait à vous synchroniser, à jouer ensemble. Et comme personnage, on a aussi bien sûr le contremaître. C'est le méchant. On n'a pas mis son visage parce que bon, il est un peu caché, on ne sait pas très bien que c'est un méchant au début. Il a l'air sympa, mais il n'est pas si sympa que ça, quoi. Alors je sais pas si les gens voient bien parce que le canapé on est un peu mal placé, mais il s'appelle le pas gentil. Incroyable. C'est pas son nom, mais je voulais indiquer. Incroyable. Ah, c'est pas son nom? Non. On ne sait pas encore. En fait, il s'appelle le contremaître, il n'a pas vraiment de nom. Ok. En tout cas, formidable. Et ce que vous voyez là, c'est l'écran de Game Over aussi. Et quand vous perdez, il vous rit au nez. Je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait au tout début du jeu. Ça, c'est vraiment le tout début. Quand on a commencé, c'était pour une Game Jam, pour la Global Game Jam, qu'on a faite à l'école, qu'on a faite ensemble, là où on s'est rencontrés avec Lucas. Et ça ressemblait à ça. Donc, vous pouvez voir à quel point c'est rigide, et c'est lent, et c'est moche. Mais bon, on s'en est sorti avec ça au bout de 2 jours. Donc, c'était notre première vraie Game Jam ensemble. On était assez contents du résultat à l'époque. Bon, maintenant, évidemment, ça paraît... voilà, il y a du chemin de parcouru. Très propre hein, pour un jeu de jam, ça va. Hein. Je te remercie. Très propre. Et petite parenthèse du coup sur le concept du jeu. À l'origine, du coup, comme dit, c'était un jeu de jam et le thème de la jam c'était 3. Tout simplement, et du coup on peut voir que à l'écran il y a 3 lignes horizontales et le concept original du jeu c'était en fait d'échanger un petit peu entre ces 3 lignes et d'aller le plus vite possible parce qu'il y a constamment le gaz de Xion qui pourchassait les robots, et on a un petit peu adapté ça un petit peu à notre sauce pour s'éparpiller un petit peu partout dans le laboratoire. Finalement, on n'a pas eu le temps d'inclure le Xion pendant la jam, donc c'était juste un jeu de plateforme avec un scroll vertical, horizontal. Maintenant que j'y pense, bon, on a fait ce qu'on a pu. Et donc pour comparer un petit peu, ça c'est du gameplay plus récent. Alors, la vidéo a du mal à charger. Voilà. Donc voilà, c'est du gameplay un peu plus récent. Vous voyez que les déplacements sont quand même plus fluides, le game feel est quand même largement amélioré. Il y a la caméra qui a changé. Bon, visuellement aussi, ça a bien évolué. Voilà, mais c'est pour vous montrer un niveau très basique, un niveau du début du jeu, avec juste des blocs, mais voilà, pour voir un petit peu le chemin parcouru, quoi. Autre petit détail, mais ça a l'air de rien, mais on a commencé le projet, on était vraiment débutants en développement de jeu. On était à l'école tous les deux, on était en 2e année. Où ça? À Ludus Academy. Ok. Et moi, je n'avais jamais codé de shader de ma vie. Je faisais du pixel art depuis un moment. Voilà, ce que vous voyez en haut, c'était pareil pendant la jam. Et j'ai toujours voulu faire ça, en fait, cet effet de dos dynamique avec les vagues qui se déplacent quand tu vas dedans et tout ça. Bon, et c'est ma petite fierté personnelle, j'avais besoin de le mettre pendant cette présentation. Parce que petite fierté personnelle. Il y a toujours une feature plus qu'optionnelle, qui est un immense flex de dev. Mais c'est ça, exactement. C'est toujours très bien. C'est toujours, tu sais, parfois tu joues à des jeux, tu sais, double A, tu sais, un peu éclataxe, tu vois, genre Shinji Mikami, tu vois. Et puis tout à coup, il y a une feature qui est exceptionnelle et tu te dis, il y a 6 mois de dev qui est passé dedans, quoi. Donc, bravo, toi c'est la flotte, quoi. Donc, voilà, okay, c'est ça. Non, mais en vrai, j'en rêvais depuis le début du projet. C'est con, mais voilà. Bon. Je voulais vous parler un petit peu aussi de la façon dont on a vécu les choses de notre côté. Parce que comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la présentation, le jeu, on a vraiment commencé débutant.
On avait l'impression qu'on n'était pas débutant, mais maintenant on sait qu'on était débutant. Et c'est un peu ce que va illustrer les prochains slides, parce que je vais vous parler un petit peu du code. Alors, je ne vais pas vous parler techniquement du code, hein, on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Je veux juste vous montrer un petit peu l'évolution du code du jeu en 3 slides. Et vous allez voir que c'est assez imagé. Voilà, ça c'est le début. Donc pour ceux qui n'ont pas compris la référence, en gros, ce qu'on appelle faire du code spaghetti, c'est du code qui est tellement intriqué l'un dans l'autre qu'il est indémêlable, quoi, et que tu peux plus, c'est fini, tu peux plus rien faire avec, quoi. Et le code de Xionic au départ, ça ressemblait à ça finalement. Pour tout vous dire, en fait, tout ce qui est les problématiques de maintenabilité du code, d'architecture logicielle, etc., c'est des trucs qu'on a appris au fur et à mesure. Et pour imager ça, je vais vous montrer la slide suivante. Surtout quand on fait un projet à deux, on débute et on ne relit pas le code de l'autre et on se dit ça marche. Oui, il y a ce point-là aussi, c'est que geste d'amour ultime. Oui, voilà. C'est ça. La confiance est totale, hein, bien sûr. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est pareil, ça fait partie des trucs qu'on fait quand on est développeur. Ceux qui développent dans la salle le savent sûrement. Mais normalement, quand on développe un logiciel ou un jeu, on relit le code les uns des autres. Ça s'appelle la peer review, donc la revue par les pairs. On revoit le travail les uns des autres, normalement. Mais nous, on était extrêmement confiants, bien sûr, étant débutants. On est toujours trop confiants. Et donc, on faisait pas ça, parce qu'on pensait que c'était perte de temps. Voilà. Ouais, ça marche, ouais. D'où le... Voilà. Aussi, ça sert à rien. Le plat est joli, mais c'est indigeste, quoi. Ouais, voilà. Et donc, du coup... on a appris évidemment de ces erreurs-là, parce que quand vous vous retrouvez avec un code comme ça, vous voulez implémenter la moindre feature, ça vous prend 1 mois, quoi. Enfin, 2 mois, 3 mois. Plus vous avez du spaghetti, plus c'est long. Voilà. Et donc du coup, la deuxième slide, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a commencé à apprendre un petit peu l'architecture logicielle, et quand on apprend ça, on fait l'extrême inverse. C'est-à-dire que on fait des architectures hyper compliquées, on va chercher ce qu'on appelle les design patterns, là c'est des façons de concevoir le code qui peuvent être assez compliquées, et évidemment on a l'air d'un fou furieux quand on explique ça à notre collègue, et on va implémenter cette nouvelle design pattern, ça va être trop bien. Voilà, donc voilà. Et maintenant, je suis assez fier de vous dire que notre code il ressemble plutôt à ça. Attention, un deuxième flex de la soirée. Hein. Faut être certain, les gars. Et d'ailleurs, toute ressemblance avec un membre de l'équipe est complètement fortuite. Hein. Bon, voilà, je vais vous laisser Lucas parler un peu de level design. Du coup, pour une de mes parties principales, du coup, comme présenté, c'est le level design. Donc, dans le process, ce qui se passe en interne, c'est que je vais d'abord établir en fait des plans du niveau qui vont être plus tard inclus dans le jeu, et bien évidemment, des choses qu'on ne faisait pas au début, c'est demander à l'autre ce qu'il en pense et attendre qu'il accepte pour commencer à développer. C'est un peu ça. En fait, c'était 2 jeux en un, puis un jour vous êtes dit on va les croiser, et ça s'est mal passé, quoi. Ça s'est passé différemment de ce qu'on attendait, et ça finit bien. Du coup, j'essaye de vraiment faire des plans, j'essaye de faire une échelle, j'essaie de légender le plus possible pour que ce soit clair pour nous deux et qu'on puisse partir sur une idée et qu'à la fin on se dit c'est ça qu'on voulait, et il y a le moins de changements possible. Bien sûr, des fois on doit s'adapter, et ça fait perdre du temps. Et j'essaye au maximum de gérer un petit peu la difficulté, d'attendre des retours non objectifs vu qu'on est développeur. Voilà. Voilà, donc ça fait un peu partie du process qu'on a réussi à mettre en place finalement au fil du temps. Comme on est 2 à bosser sur le design, on n'a pas défini de game designer dans l'équipe précisément. On travaille le design à 2. Et au début, évidemment, comme disait Wicht, il y avait assez peu de communication. On n'avait pas mis en place de processus dans l'équipe pour communiquer de manière fluide. On pensait que ça se ferait naturellement, en fait, mais pas du tout. Et du coup, ça fait partie des choses. En fait, c'est pareil. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on soumet à la revue par les pairs, comme pour le code, le design l'un à l'autre. Donc, quand on design quelque chose, une feature, quelle qu'elle soit, on soumet un design document à l'autre, etc. Et on implémente comme ça. Alors, vous parliez au début du fait que vous streamiez aussi
Alors ça, oui, moi. Le développement du jeu, mais alors du coup, est-ce que pareil, est-ce que pareil que Franck, ça vous permet d'avoir des retours immédiats sur le développement du jeu? Est-ce que ça a été tout de suite une volonté de streamer le développement du jeu? Est-ce que ça arrivait sur le tard, suite à ces peut-être problèmes de compréhension dans l'équipe? Comment ça s'est mis en place en fait, cette idée, et quels effets ça a eu? Alors en fait, c'est un peu la même histoire que Franck, quelque part, parce que j'ai commencé à streamer pendant le deuxième confinement. J'étais pas mal désœuvré, à vrai dire. Et je savais que j'allais bosser sur le jeu pendant longtemps parce que je m'étais mis en tête que j'avais envie de faire ça de manière professionnelle, c'est-à-dire de mener le projet à bout et d'en faire un projet commercial. Et donc du coup, je me suis mis à streamer tous les jours parce que je me suis dit, bah, c'est de la visibilité. De toute manière, je travaille, donc autant le faire en compagnie, quoi. Et finalement, de fil en aiguille, bah, ça s'est vraiment bien goupillé. Comme pour Franck, il y a une communauté qui s'est développée. Je bosse tous les aspects du jeu en live, hein, que ce soit le code, les graphismes, la musique, tout ce que je fais normalement dans mon taf, quoi. Même question, je fais une petite parenthèse. Musique, pareil, c'est moi. C'est toi qui fais, ouais. Okay. En fait, j'ai un background à la base d'ingé son et de musicien. Rien à voir avec le dev. J'ai appris, en fait, pour la petite histoire, je bossais dans un club de jazz en tant qu'ingé son à Paris. Et je bossais la nuit pendant les jam sessions. Donc les jam sessions, c'est les musiciens qui viennent improviser ensemble. Et je me faisais chier. Parce que j'avais 2h30 où je faisais rien, je réglais un gain toutes les 2 heures. Et donc du coup, j'amenais mon ordi et c'est comme ça que j'ai appris à coder finalement. Parce que coder des jeux, c'était un truc qui me faisait rêver depuis longtemps. Et du coup, j'ai un peu appris voilà, sur le temps libre que j'avais à ce moment-là. Parfait. Bon, oui, parce que c'est souvent le grand oublié hein, dans les... Le son et la musique, ouais, absolument. Et du coup, je t'ai interrompu, je t'en prie. Oui, non, j'ai perdu le fil de l'explication, du coup. Tu parlais des avantages qu'on avait à être en stream, des retours qu'on pouvait obtenir. Ben, écoute, j'essaye d'être assez directif sur le stream et de pas... comment dire, parce que le problème, c'est qu'on a souvent des retours des gens qui sont hors de leur contexte. C'est-à-dire que les gens, ils vont te donner un retour, mais ils n'ont pas le contexte. Par exemple, tu es en train de coder quelque chose, ils te donnent un conseil, mais ils ne connaissent pas l'architecture de ton code, ils ne connaissent pas quel algorithme tu utilises. Voilà. Donc souvent, les conseils sont bienveillants, bienvenus, mais ils ne sont pas toujours très pertinents. Du coup, ce que je fais, c'est que j'essaye d'être au maximum fixé sur mon idée pour ne pas essayer de trop me laisser influencer négativement. Mais en fait, quand je fais ça, il y a toujours des gens, puisque je fais ça, parce que les gens savent que je ne prends pas des retours à la légère, les retours sont toujours de grande qualité du coup. Et du coup, finalement, les gens me donnent des conseils hyper pertinents maintenant, beaucoup plus que ce l'était au départ. Et du coup, en fait, c'est hyper intéressant. Typiquement sur le pixel art, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le pixel art depuis très longtemps, qui sont professionnels, etc., qui sont hyper pertinents, et je prends beaucoup de retours du coup. Voilà. Du coup, la suite. Tu veux en parler un peu ? Pour la suite, du coup, on retrouvera une bêta fermée en premier lieu durant juillet-août à peu près. On prévoit potentiellement de rejoindre, du coup, comme présenté avant, le Steam Festival pour les jeux vidéo en octobre. Et on espère une early access fin 2022, au pire des cas début 2023, mais le plus tôt monsieur. Et on espère développer des mises à jour tous les 2 mois pour le jeu, donc développer une grande partie du jeu à l'avance pour pouvoir être tranquille et sortir les mises à jour confortablement en fonction de nos plannings, etc. Et la sortie officielle comme affiché en 2023. On est arrivé au bout de notre présentation. Bon, on va peut-être ouvrir les questions au public. Bon, ma référence occulte au final est appropriée. Non, je pensais, en voyant des images du jeu, ça me faisait penser à des niveaux très précis. Mais en fait, non. Alors, je vais tourner ma question autrement et je pourrais placer ma référence occulte qui est Kirby Super Robobot. Ok. Où en fait il y a des niveaux où tu peux contrôler un robot en même temps que Kirby. Et du coup, je me faisais penser à ça. Et du coup, j'en arrive à ma question. Est-ce qu'il y a un mode solo qui est disponible, auquel cas on peut passer de Kirby à son Robobot? Est-ce qu'on peut passer d'un personnage à l'autre? Est-ce qu'il y aura un mode solo? Est-ce qu'il y a un mode en ligne? Comment ça va se passer? Alors, au départ, c'est pensé comme un jeu de coopération, donc à 2. Vraiment un jeu à 2.
Maintenant, on a cette question qui nous trotte depuis le début du projet, en fait, parce qu'on se dit quand même, c'est compliqué de sortir un jeu à deux, surtout une toute petite boîte comme nous, un tout jeune studio. Et donc on a cette question qui est, est-ce qu'on le rend jouable en solo ou pas? On a fait des tests pour ça, qui sont OK. C'est pas aussi agréable qu'à jouer que tout seul. Et du coup, ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'on n'en ferait pas un jeu duo, mais jouable solo, par exemple, avec ZQSD d'un côté et les flèches directionnelles de l'autre. Mais ça veut dire que vous jouez les deux robots en même temps. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus difficile, évidemment. Mais ça serait plus pour les gens vraiment hardcore. Voilà. Un peu comme par exemple, je crois que tu peux le faire sur Overcooked, tu peux séparer la manette en deux. Voilà. Et bon, ça, tu te fais des nœuds au cerveau, mais c'est possible. Ça. Quoi. Et bien évidemment, du coup, on parle de ZQSD, mais les supports manettes sont prévus. Donc, si vous avez des manettes chez vous, ça va être mieux. Ouais, pour jouer tout seul, manette, bah, comme Overcooked. Et alors, dans votre sortie Steam prévue, est-ce que il y a toujours cette solution du remote control, je crois, de cette idée de transformer un jeu couch game en est-ce que vous avez déjà un peu mis les mains dans le cambouis de ce côté-là? Est-ce que c'est une solution viable? Est-ce que vous avez eu des retours là-dessus? Pour le remote, c'est possible. Si je me trompe pas, tu parles du remote de Steam? Oui, et je préciserai juste, si je ne m'abuse, que c'est une fonctionnalité Steam où en fait les jeux uniquement en coop sans mode en ligne vous sont rendus en ligne par l'interface Steam, si je comprends bien. Ouais, ça c'est déjà possible en soi. Le mode en ligne par Steam est réalisable et en réalisation justement. On a mis ça un petit peu en pause pour des soucis de sécurité et de prochaine mise à jour du moteur de jeu sur lequel on fait Exalnic. Mais ouais, c'est un jeu qui sera jouable en ligne par billets Steam, par d'autres billets aussi si on le publie sur d'autres plateformes, etc. Oui, parce que c'est en effet, je pense, un point clé dans le marché, c'est que votre jeu Ouais. ne sera pas... vous pouvez jouer avec un copain en ligne, quoi. Ouais, mais du coup, le Remote Play Together, donc la fonctionnalité de Steam dont tu parles, c'est un truc qu'on a envisagé au départ parce que c'est très simple. En fait, ton jeu, il est déjà, tu mets un jeu solo, il est déjà jouable en duo, en fait, avec Remote Play Together. Le truc, c'est que ça implique des plus longs temps de latence. Et comme c'est un jeu qui se joue beaucoup sur la vitesse et le skill, parce que le jeu est quand même assez difficile pour un jeu en collaboration, on a préféré vraiment développer notre propre solution, quoi. Alors, je vous propose de laisser la parole au public, alors, en tout cas d'ouvrir les questions au public plutôt. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'allais dire dans le chat, je suis matrixé. Lâchez vos subs, bien sûr. Alors, il va falloir relever la main. Ah, c'est parfait, j'arrive. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question par rapport au fait que vous avez une partie qui est jouable en ligne, mais une autre partie qui est jouable en local, juste avec un ami. Au niveau du code, comment c'est repensé pour que justement il y ait... parce que j'ai vu que quand on fait un jeu en ligne, c'est vraiment totalement différent d'un point de vue code. On a eu l'occasion de le faire pendant nos études. C'est vraiment un calvaire. Mais du coup, je me demandais, la partie non en ligne, comment elle est faite? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de totalement différent ou vous avez quelque chose qui est justement assez versatile? Basiquement, du coup, pour le local, c'est juste le joueur qui contrôle du coup son personnage. Chaque joueur a ses contrôles. Pour le en ligne, c'est plutôt du style l'hôte de la partie, du coup, potentiellement via Steam, sera le maître de la partie et les contrôles qui sont envoyés par le deuxième joueur sont envoyés et du coup gérés par l'hôte de la partie qui lui va simuler en fait ces contrôles-là pour faire bouger les personnages et synchroniser la partie. Ok, bah, merci. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Oh là là, vous me faites marcher ce soir. Hein. Il va cache-cache. Bonsoir, excusez-moi, c'est le pilier qui ne voulait pas que je pose ma question. Alors, j'avais plusieurs petites questions. La première, c'est, vous avez parlé de code spaghetti. Je suis programmeur aussi, ça a fait hérisser tous les poils de mon corps. Mais vous avez parlé après que votre code voulait être transformé en monsieur propre. Est-ce que vous avez peut-être quelques petits conseils à donner pour les programmeurs de la salle
pour justement changer ces habitudes de code spaghetti qui sont de mauvaises habitudes et qui s'ancrent assez facilement pour justement arriver à ce code merveilleux et lisible? Déjà, c'est la gestion des dépendances, le truc vraiment hyper important. Donc en fait que au maximum vos classes, bon je vais rentrer un peu dans du technique, hein, désolé, mais dépendent le moins possible les unes des autres, c'est le premier truc à prendre en compte. Et après ouais, c'est difficile de répondre de manière générale en fait à cette question-là, parce qu'à chaque problématique ses solutions. Je sais pas trop. Ouais, Peut-être des petits conseils généraux, quelque chose que vous avez appris sur le tas justement. Par exemple, un truc typique, mais c'est au départ, en fait, on avait une habitude de code qui était très. On code les choses de manière intuitive, on les implémente, ça marche, on n'y touche plus. Voilà. En fait, pour moi, le premier truc qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que si je le relis dans 6 mois, je comprends. Et je parle pas de mettre des commentaires nécessairement, parce que le premier truc qu'on va vous dire, c'est mettre des commentaires, mais en fait, c'est pas forcément la bonne solution. À mon sens, le plus important, c'est que le code se lise clairement. En fait, le code doit dire ce qu'il fait, en fait. Et à partir de ce moment-là, si le code dit ce qu'il fait, vous reprenez votre code dans un an, il y a marqué ce qui se passe, en fait, quoi. Donc, il faut juste que le code soit le plus littéral possible, et quitte à faire des longs noms de variables, de fonctions, etc. Mais le nommage, ouais, c'est hyper important. Le nommage et les dépendances, hein, de plus grosses problématiques à mon sens. Nickel, merci pour la réponse. Encore une autre question technique, désolé. Concernant le multijoueur en ligne, vous avez parlé de transmettre les inputs au serveur et que le serveur agisse sur les inputs. Quoi traduit Vous avez parlé du fait que la personne qui se connecte chez son pote, qui héberge la partie, va littéralement envoyer les inputs, donc les entrées de sa manette, chez l'hôte. C'est bon, c'est assez clair ? Nickel. Et va les traiter pour effectuer une action. Oui. Mais du coup, comment est-ce que vous allez gérer la latence avec cette méthode-là ? Eh ben, écoute, les tests qu'on a fait, alors on avait peur de ce problème-là justement, mais jusqu'ici les tests qu'on a fait, et même sur des connexions qui sont pas terribles, sont hyper satisfaisants. Donc pour l'instant, le problème de la latence est assez mineur de notre côté. On a quand même des petits scripts de correction, parce qu'en fait, si vous voulez, toute la partie physique du jeu est gérée côté hôte. Et côté client, finalement, il n'y a que la partie visuelle, c'est-à-dire que vous avez juste les sprites qui se déplacent, etc. Mais il n'y a aucune logique directement qui est côté client. En fait, écoute, pour l'instant, avec les benchmarks qu'on a fait, on n'a pas de problématique majeure. On a juste des petits trucs qui corrigent la physique régulièrement pour éviter les saccades, ce genre de choses. Mais voilà, c'est tout. Du coup, vous n'avez pas de prédiction du côté client, du côté chez la personne qui s'est connectée? Pas pour l'instant. Hein. Vous comptez en mettre une? Probablement, oui. Je m'arrête là. Merci pour les réponses, du coup. Je vais m'arrêter là parce que sinon je peux en continuer pendant 3 heures encore. Il a raison, hein, le netcode, question essentielle. Hein. On voit les dégâts que ça fait dans les jeux de baston, alors un bon netcode, c'est bien. Yes. Bonsoir. Moi j'ai une question à propos de votre... Quel outil vous utilisez pour créer les niveaux? Vous n'avez pas parlé de ça. Alors, j'utilise Azeprites. J'utilisais au tout début, je m'embêtais pas trop, je disais bon, Paint, c'est ok. Et après, j'ai commencé à utiliser Azeprites, c'est mieux, je préfère. C'est un logiciel de pixel art, hein, le logiciel qui est présenté Franck tout à l'heure. Mais ouais, en fait, il fait des plans très schématiques en fait, avec juste des couleurs et une légende quoi. Donc, est-ce que ensuite vous interprétez les collisions du niveau via le code par rapport à ça? Alors là, on parle juste de faire les plans du level design, c'est-à-dire comment on va prévoir le level. Non, je parle du niveau vraiment là où tu parles de faire l'intégration du niveau. Ben là, on le fait directement dans le moteur de jeu, donc on utilise Godot. Notre moteur, c'est Godot. Et l'éditeur de niveau de Godot est vraiment très décent. Après, on s'est codé nos propres petits tools pour certaines choses, mais dans l'ensemble, on utilise Godot. Ok, merci. Ouais, c'est chouette. Une nouvelle question? Hello. Salut.
C'était plus par rapport au gameplay du coup. Quand vous avez fait la présentation, du coup, vous avez montré que les deux persos avaient des compétences différentes, comme le dash, le double jump ou alors briser des blocs. Et en fait, ce que je voulais savoir par rapport à votre jeu, c'est en termes de marge de progression, comment elle était traduite par rapport au jeu. Est-ce que c'est juste une courbe de difficulté au niveau du gameplay, ou est-ce qu'il y a d'autres choses de l'incrémentation, de nouvelles compétences au niveau des persos ou d'éléments en fait où peut interagir justement les deux persos? Euh, En gros, comme j'ai décrit un petit peu tout au début, ce que vous avez vu dans le trailer, ça se trouve au chapitre 1 du jeu. C'est la sortie de la zone d'expérimentation dans le labo. Et au fur et à mesure, en fait, dans le chapitre 2, 3, 4, etc., les joueurs auront la possibilité de trouver des accessoires. Et ces accessoires-là, justement, ils pourront donner des nouvelles capacités aux joueurs pour compléter les niveaux de différentes manières. Et chaque chapitre aura son environnement, ses spécificités, etc. Merci. Une nouvelle question? Pourquoi est-ce que vous avez choisi Godot, du coup? Alors, au départ, c'est parce que j'ai appris. Il faut faire un peu l'historique de comment j'ai appris à coder des jeux finalement. En fait, j'étais dans ma petite cabine d'ingé son dans le club de jazz et j'ai commencé à coder sur Game Maker parce que au départ, j'avais j'avais commencé à faire des jeux vidéo comme tout ado des années 2000 sur RPG Maker, à essayer de faire le jeu révolutionnaire évidemment comme tout le monde. Et donc j'avais peur du code à ce moment-là, c'était un truc qui m'effrayait. Je faisais déjà du pixel art depuis un moment. Euh, et du coup, Game Maker me paraissait plus facile d'approche. Et à l'époque, je voulais faire un RPG, donc forcément, projet beaucoup trop ambitieux, mais on va pas parler de ça. Et voilà, j'ai appris là-dessus. Et je me suis très vite senti limité en fait avec Game Maker parce que je trouve que j'ai pas très envie de le trash talk ce moteur, mais je trouve qu'il manque beaucoup de fonctionnalités que vous trouvez dans un moteur comme Unreal, Unity ou Godot, que vous trouvez built-in et vous n'avez rien à faire en fait, c'est déjà là. Que ça manquait beaucoup de ces features-là, typiquement les collisions. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est quoi un moteur sans collision? Bref. Et du coup, à ce moment-là, je voulais faire un RPG. Et il s'est trouvé que je cherchais un moteur qui soit un moteur 2D parce que je voulais pas apprendre la 3D tout de suite. Donc je voulais un moteur qui est un moteur de rendu 2D intégré. Et je voulais un moteur qui gère l'isométrique parce que je faisais un jeu en vue isométrique. Et il se trouve que parmi les gros moteurs, il n'y a que Godot, qui est un moteur 2D complètement intégré et qui gère l'isométrique nativement. Voilà. Et en fait, je suis juste tombé amoureux du moteur. Et depuis, j'ai un peu filé le virus à Lucas, qui a lui-même filé le virus à pas mal de gens à son école. Et voilà, on est resté dessus parce qu'on l'aime beaucoup en fait. Mais à vrai dire, ouais, c'est pas le plus standard dans l'industrie évidemment. Ok, merci. Est-ce qu'il y a encore une dernière question éventuellement? Bonsoir, merci pour la présentation. Merci. Je suis désolé, d'habitude j'ai toujours des questions sur le gameplay et le côté artistique, mais du coup je vais poser la question un peu chiante. Comment vous êtes structuré en fait concrètement? Quelles sont, en fait, tout simplement, quelles sont vos ambitions? Est-ce que vous considérez comme amateur, semi-pro, professionnel? Et quelles sont vos ambitions vis-à-vis des éditeurs, des publishers? Est-ce que vous êtes complètement solo, ce genre de choses? En fait, au départ, on a fait un peu le projet. En fait, si tu veux, l'ambition du projet a évolué au fur et à mesure de l'évolution du projet lui-même. Au départ, on faisait juste ça pour une jam, donc on n'avait aucune ambition particulière. Et puis après, on a voulu mener le truc plus loin. Lucas s'en est beaucoup servi pour ses projets d'études, en fait, en se disant que voilà, j'ai un projet qui est bien avancé, je vais pouvoir répondre aux différentes problématiques qu'on me pose avec. Et au fur et à mesure, on s'est dit, mais en fait, ce projet, il est bien, ça serait cool d'en faire quelque chose. Et on a voulu en faire un projet commercial petit à petit, comme ça. Et donc, du coup, la question de la structure, on a monté une entreprise il y a très peu de temps, là. Et oui, on espère faire quelque chose avec ça. La question du publisher, eh ben, écoute, on pense qu'on va essayer d'en chercher un, mais un peu plus tard dans le développement du jeu. Parce que comme c'est notre premier projet, le problème du publisher, c'est que ça t'encadre beaucoup, ça t'oblige à avoir des deadlines fixes et bien précises, ça t'oblige à fixer ton budget.
C'est obligé à fixer beaucoup de choses qui structurent un peu trop pour l'instant par rapport à notre façon de travailler qui est encore assez... Enfin, maintenant, elle est quand même bien solidifiée, mais je veux dire, elle était encore assez fluctuante. Et du coup, l'idée, ça serait de chercher un publisher, mais après les premières bêtas, et éventuellement d'obtenir des aides du CNC, etc. Voilà. Merci. Merci les gars pour cette présentation. On peut les applaudir. Merci à vous.